Et puis, la CNIL, c'est aussi un laboratoire d'innovation numérique qui a été créé il y a quelques années, avec un rôle prospectif de détecter les prochaines tendances, les nouveaux usages des données, les algorithmes, l'intelligence artificielle, et la manière dont ces technologies répondent et s'intercalent avec des grands principes juridiques, mais aussi avec les usages au quotidien et la vie de tous les jours. C'est aussi un laboratoire où on expérimente, on peut tester des nouvelles solutions, les mettre en situation, et aussi un lieu où on peut échanger et discuter avec justement des porteurs de projets. Le Link produit également des cahiers innovation et prospective. Il y en a eu un sur le corps objet connecté que vous pouvez encore trouver en PDF sur le site de la CNIL. Le tout dernier parle de la forme des choix, en fait, du design de la vie privée et du respect de la vie privée à travers le design. Et par exemple, la manière dont on va requérir le consentement dans une application mobile, eh bien voilà, il faut influencer l'utilisateur, mais positivement, il ne faut pas le tromper, il faut rester loyal et transparent. Et par là, le design de ces interactions avec l'utilisateur amène un niveau de conformité, comme on dit, plus ou moins important par rapport à ça. Et je vous invite vraiment à télécharger le document, pareil sur le site de la CNIL. Alors, très brièvement, on va se faire un petit tour du RGPD, je vous rassure, ça va être très court. On regardera très concrètement dans les parties suivantes comment ça peut se traduire dans un projet où vous allez sûrement vous reconnaître, je l'espère en tout cas, mais très brièvement, pour se remettre un peu dans le bain, on va dire, se rappeler que là, on parle de traitement de données à caractère personnel, c'est-à-dire les données qu'on peut rattacher à quelqu'un. Voilà, hein, c'est pas une donnée financière, c'est pas une donnée technique, c'est quelque chose qu'on peut rattacher à un individu parce que ça a été collecté par un capteur lié à un compte utilisateur, parce que ça décrit une personne, parce que c'est une donnée génétique. C'est des choses qu'on peut relier directement ou indirectement à une personne. Donc c'est vraiment important de garder ça en tête. C'est très large et en même temps, c'est pas tout type de données. Mais en même temps, il y a beaucoup de données que vous avez, que vous manipulez, qui vont être rattachées de près ou de loin à une personne et c'est là-dessus où il faut être justement conforme au RGPD. Alors, la conformité au RGPD en France, ça n'a pas changé beaucoup de choses pour ceux qui connaissaient déjà la loi informatique et liberté, qui posait déjà dès 1978 des grands principes, principes de finalité, c'est-à-dire à quoi servent les données qu'on va recueillir, pourquoi on les traite, jusqu'à quand. Il y a une durée de conservation qui est limitée, on prend les données strictement nécessaires à ce qu'on va faire, on n'en prend pas plus au cas où. Donc il y avait ces grands principes de ok, on traite les données nécessaires et on est parfaitement clair vis-à-vis des personnes à quoi elles vont servir, combien de temps on va les garder, on ne les garde pas plus que nécessaire non plus. Et justement, ces personnes, depuis 1978 également, elles ont des droits, vous, tout le monde a des droits sur ses propres données. Là, on ne peut pas céder ces droits selon les lois européennes. Et donc, à tout moment, vous pouvez être et vous devez être informé de qui détient des données sur vous et s'ils en font. Vous pouvez éventuellement être sollicité pour donner votre consentement. Et puis, ce qu'on connaît aussi assez souvent, droit à l'oubli, effacement, rectification des données, qui vous permettent aussi d'interagir avec ceux qui traitent vos données. Et le RGPD a ramené quelques petites choses un peu nouvelles et différentes. Déjà, on passe au niveau européen. On passe au niveau européen pour tous les citoyens européens, même si les entreprises sont situées hors Europe. À partir du moment où on traite des données personnelles de citoyens européens, on est soumis au RGPD. Ça, c'est vraiment une nouveauté. La logique aussi, par rapport à la loi informatique et liberté, on va avoir moins de formalités. On a beaucoup moins de déclarations à faire à la CNIL, pour ceux qui connaissent. On va être plus sur une logique un peu anglo-saxonne de je suis responsable, et par contre, si je fais des bêtises, le niveau des amendes a été largement augmenté. Donc voilà l'équilibre aujourd'hui avec le RGPD. Des choses qui peuvent aussi vous intéresser concrètement, c'est les questions de portabilité. Toute personne est en droit de réclamer le transfert de ses données d'un prestataire à un autre. Votre playlist sur un service de streaming musical, si vous voulez, vous pouvez la transférer sur un autre service. Mais ce n'est pas que de la portabilité sous cette forme-là, c'est aussi que la personne peut récupérer les données pour son propre usage, si elle veut jouer avec sur son ordinateur personnel. Il y a aussi cette portabilité pour ce qu'on appelle le self-empowerment. Donc la personne veut et peut maîtriser les données pour ses propres usages. Puis un élément qui a changé un petit peu, le partage des responsabilités. Le RGPD rentre beaucoup dans le détail sur les notions de sous-traitants, co-traitants, les répartitions des responsabilités entre les fournisseurs, les prestataires, la personne qui commercialise le service. C'est des points qu'il faut absolument avoir en tête pour ne pas se rater au niveau commercial et contractuel également.
Le RGPD amène également une notion d'approche par les risques. Alors, on l'avait déjà dans la loi informatique et liberté qui disait qu'il fallait mettre les mesures de sécurité qui allaient bien pour protéger les données. Le RGPD va plus loin, puisque on arrive sur la notion de Privacy Impact Assessment, c'est-à-dire l'étude d'impact sur la vie privée. C'est-à-dire si je traite les données de quelqu'un ou d'une population et qu'il arrive quelque chose de mal à ces données, qu'elles soient volées, divulguées, déformées, perdues, qu'est-ce qui peut arriver aux personnes? Si c'est un dossier patient, bah, il va être moins bien soigné. Si c'est un dossier patient qui part sur les réseaux sociaux, la personne va peut-être être en difficulté vis-à-vis de son employeur, de sa famille, puisqu'une maladie grave aurait été révélée, par exemple. Donc, c'est des éléments importants de garder en tête que les données personnelles peuvent avoir des impacts, si elles sont malmenées, pour les personnes. Et donc, c'est une responsabilité supplémentaire pour les entreprises qui traitent les données que de penser à protéger les personnes auxquelles se rattachent ces données. Donc, pour ça, la CNIL a travaillé depuis plusieurs années pour monter une méthodologie d'analyse de risque. C'est les mêmes méthodes qu'on a sur les risques cybersécurité, mais adaptées aux questions de vie privée, ce qui fait qu'on a aussi rajouté un élément juridique sur justement les droits des personnes, les limitations de finalité, de durée, etc. Donc la méthode PIA de la CNIL, c'est à la fois la conformité juridique au RGPD et la conformité au principe de sécurité informatique et de sécurité des données personnelles. Donc si vous déroulez tout ça, et que vous avez bien répondu à tout, vous êtes conforme et ça va bien se passer. Pour vous aider, et si vous ne voulez pas lire les quelques dizaines de pages de ces guides, on a fait un logiciel open source gratuit que vous pouvez télécharger également sur notre site. Juste pour savoir ce que c'est que le RGPD ou prendre quelques infos en détail, vous trouvez là par la structuration du plan, par les questions qui sont posées et aussi on ne voit pas l'écran, par une base de connaissances qui est livrée avec et intégrée dans le logiciel. Pour chacune des questions du RGPD, vous avez des exemples, des bonnes pratiques et le pointage vers les éléments juridiques. Et également, vous pouvez mener votre analyse de risque en termes justement vie privée. Donc, c'est vraiment l'outil tout terrain. Il a été vraiment taillé pour les startups, pour les PME, pour ceux qui n'ont pas déjà un outil, et c'est aussi un très bon support pédagogique pour s'acculturer au RGPD. Alors, parlons justement d'analyse de risque. Ce qu'on va faire là dans le temps qui nous reste, c'est de dérouler justement un PIA, de dérouler cette analyse d'impact sur la vie privée sur des cas concrets. Et là, on va le faire en quelques minutes. Dites-vous que si vous devez le faire sur votre projet avec l'outil PIA de la CNIL, en une journée, en gros, avec les bons acteurs, vous pouvez vous-même dérouler cette démarche sans trop de difficultés, j'espère. Alors, j'ai pris un exemple qui devrait parler à peu près à tout le monde. D'un objet, d'un bracelet connecté. Alors lui, il fait tout, la tension, il fait des prélèvements de glucose, enfin tout ce que vous voulez, peu importe. Et évidemment, il a une application compagnon qui va avec, même s'il a lui-même un écran, on l'a fait un peu moderne. Et évidemment, les données à un moment partent dans le cloud, c'est là que c'est le drame. Non, pas tout à fait, mais quand même. Et en plus de ça, on s'est rajouté un prestataire, une société avec la partenaire qui va nous faire toute la partie IA, Big Data, algorithme, pareil, appelez ça comme vous voulez, mais on a quelqu'un qui fait tous les gros calculs intelligents et qui va permettre une restitution des données à l'utilisateur à travers l'application, qui n'est pas en mesure de calculer tout en local. Donc, stockage des données à l'extérieur et un prestataire qui intervient sur les données de santé elles-mêmes, donc vraiment sur la matière la plus sensible, puisqu'en plus le RGPD reconnaît les données de santé comme des données particulièrement sensibles, donc particulièrement à protéger. Et puis tant qu'à faire, peut-être dans le business model, on a décidé aussi d'avoir un petit côté commercial. On va vendre des paniers repas bio aux personnes qui ne marchent pas assez, voilà, des choses comme ça. Et puis pourquoi pas, puisqu'on a une appli, partager son succès sur les réseaux sociaux. Donc on va laisser la possibilité à la personne de publier une partie de ses données vers ses amis. Donc là, on a vraiment un peu chargé l'écosystème, mais bon, c'est tout à fait réaliste. Et donc, ce qu'on va voir, c'est justement comment rendre ça conforme au RGPD. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, on a un peu de temps à la fin, et puis de toute façon, je serai là sur le hackathon pour répondre pour ceux qui seront dans les projets. Alors un point important, c'est déjà de se situer par rapport à la relation à l'utilisateur. Là, on va faire les principes fondamentaux, donc la partie plus juridique. C'est sur quelle base on est. Est-ce que c'est simplement un contrat? La personne a acheté son tensiomètre dans une grande surface, elle ouvre la boîte, elle l'installe. Là, on est sur un contrat commercial, une prestation de service. On a vendu un appareil. Pour réaliser
Et pour que l'appareil fonctionne, il faut traiter des données. Donc, sur cette base du contrat, ben, voilà, on explique à la personne que pour que l'appareil marche, il faut traiter ces données, c'est logique. Et par contre, il faut aussi l'informer. Après, dans d'autres cas, on va être sur des questions de consentement aussi. Est-ce que vous êtes d'accord pour? Et puis, ça peut se matérialiser par également des conditions générales d'utilisation. Vous savez, les machins qu'on lit jamais. On dit j'accepte tout. Et un point important, c'est que cocher le j'accepte tout pour 40 pages juridiques, ça ne vaut pas consentement au sens du RGPD. Ça, c'est vraiment un point à garder en tête. Il faut ces fameuses CGU dans un lien quelque part pour que les juristes soient contents et puis pour que les personnes puissent éventuellement les lire. Mais il faut surtout poser la question en termes vraiment très très basiques de on va traiter telle donnée pour faire ça, est-ce que vous êtes d'accord? Donc le recueil du consentement, et là vraiment on repart sur la question de design que j'évoquais tout à l'heure. Il va falloir trouver un moyen d'interagir avec l'utilisateur sans que ce soit trop lourd, mais en même temps en étant totalement loyal et transparent par rapport à la manière dont on va traiter les données. Après, voilà, on part dans le cloud, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un peu compliqué. Il faut prévenir les personnes que les données vont partir, peut-être en dehors de l'Europe. Là aussi, il y a des éléments à encadrer par rapport à des prestataires hors Europe. Sur la donnée de santé, quand on est dans un parcours de soins, on a la question d'être obligé de passer par un hébergeur agréé ou certifié de données de santé, les fameux HDS. Donc là aussi, on a le Code de la santé publique qui se rajoute par rapport au RGPD pour donner des conditions particulières pour héberger des données de santé. Et puis, bien sûr, la question de la conservation limitée. Donc, c'est pas parce qu'on a beaucoup de place dans le data center qu'on peut garder les données indéfiniment. On garde les données relatives à l'usage. Et notamment, à partir du moment où la personne vous aura dit « j'utilise plus l'appli, je veux supprimer mon compte, oubliez-moi », il faut les supprimer. Et puis, si la personne oublie simplement votre objet dans un tiroir, de toute façon, au bout d'un certain temps raisonnable, vous êtes obligé de supprimer ces données, considérant qu'elle ne reviendra plus et qu'elle n'utilisera plus votre produit. C'est important. Et c'est aussi un élément de sécurité à garder en tête, on va revenir dessus. Après, bien sûr, c'est là-dessus aussi que vont se poser les questions d'exercice des droits, parce que tout ce qui est accessible à travers l'appli ou le bracelet lui-même, la personne consulte ses données, peut les modifier, là il n'y a pas de souci. Une fois que c'est parti dans le cloud, il faut aussi prévoir, mais il y a aussi dès le début, que la personne puisse vous dire « je veux connaître toutes les données que vous avez sur moi ». C'est-à-dire qu'il faut prévoir quelque part, dans les mécaniques côté data center, la possibilité d'extraire les données pour cette personne-là, et pas quelqu'un d'autre, et pouvoir les lui livrer sous un format lisible par un humain. C'est ce que dit le RGPD. Donc là, c'est vraiment la demande. Je veux savoir ce que vous avez sur moi, et là, on sort un gros listing, le plus structuré possible pour informer la personne. C'est la base pour qu'ensuite la personne puisse dire « je ne suis pas d'accord pour que vous ayez tout ça, je veux qu'on les supprime, je veux bloquer le traitement parce qu'il y a quelque chose qui m'embête. » Donc c'est vraiment un point important et sur une demande de droit d'accès, le RGPD donne, je crois, 2 mois pour répondre. Donc c'est pas au moment où on vous posera la question qu'il faut courir partout dans le data center pour vous demander comment vous allez pouvoir répondre à ça. Si la personne est vraiment énervée et que vous ne répondez pas dans les délais, ça finit en plainte à la CNIL. Donc voilà, il faut avoir conscience d'au moins avoir, même si c'est un peu manuel, procédurer l'exercice des droits pour ne pas être pris au dépourvu le jour où ça tombe. Après, la question de portabilité aussi, elle est cruciale, mais la portabilité, elle vaut pour les données que la personne a fournies, c'est-à-dire pas toute la partie intelligence artificielle. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de tout livrer à vos concurrents. Comme par exemple la playlist, voilà, là elle est portable. Par contre, les recommandations de la plateforme, ça c'est son propre business, ça n'est pas portable. Et la portabilité, elle s'exerce à un format numérique pour que justement on puisse se transférer dans d'autres applications. Donc bien distinguer le droit d'accès, visible par un humain, du droit à la portabilité qui est fait pour transférer d'un service à l'autre ou d'un service vers la personne et dans un format numérique pour être traité par un format numérique. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'en fait la conservation limitée des droits, c'est pas en contradiction avec HDS? Alors des droits, est-ce que c'est des droits, est-ce que c'est des données? Alors la conservation limitée, évidemment, elle est limitée par la finalité. Après, il peut y avoir des éléments juridiques qui vont imposer une conservation plus longue, et c'est le cas pour les données médicales. Où on a là, par contre, le Code de la santé publique qui prévoit 20 ans, notamment pour un dossier patient. Et là, c'est une question de responsabilité des médecins, tout à fait. Et en plus, on peut distinguer différents niveaux, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément les 20 ans d'historique dans l'API, mais par contre, il y aura un archivage légal, entre guillemets, sur une durée plus longue.
Donc là aussi, il faut dire à quel moment les données sont plus utiles pour l'appli au quotidien, auquel cas je les verse dans un système d'archivage où là je suis obligé de les garder longtemps. D'accord, merci. Président, Allez-y. la portabilité, quel est le numéro d'article déjà? Je ne l'ai plus en tête, mais je vous le dirai juste après. C'est 20, C'est le 20, je crois. Oui, c'est possible. Par rapport à ça, alors, les données de santé, elles sont recueillies, pas vraiment par consentement du patient, mais genre par les professionnels de santé. Est-ce qu'elles relèvent quand même du RGPD et de la portabilité, ou c'est un peu différent? Alors, RGPD, portabilité et toutes ces questions-là, c'est vraiment un cadre général qui s'applique. Il faut voir le RGPD comme un élément de base. Après, chaque pays va rajouter des lois supplémentaires et a la possibilité de le faire. Et donc, par-dessus le RGPD, en France, on a rajouté quelques éléments sur la santé dans la loi informatique et liberté. Il y a aussi le code de la santé publique. Mais le RGPD demeure de toute manière. Donc les données de santé sont complètement... A priori, elles sont portables, il n'y a pas de souci particulier. Notamment, toutes les courbes d'une glycémie, par exemple, pour un système de suivi de diabète, si vous changez d'appli, vous avez envie de réintégrer l'historique dans une nouvelle appli et la portabilité va être faite pour ça. Et également supprimable du coup? Et supprimable, alors la suppression étant, bien entendu, effectivement, qu'il y a la suppression dans l'aspect base utilisateur et dans l'aspect base vivante, ce qu'on appelle, mais effectivement derrière, si ces données ont donné lieu à des soins, à un dossier médical, là par contre il y a un archivage légal qui lui est obligatoire par le code de la santé publique. Donc il faut bien distinguer les différents niveaux. Un patient ne peut pas dire supprimer mes données. Pas complètement. Il peut dire supprimer mon compte, je ne veux plus utiliser l'appli. Mais si l'appli elle a été utilisée en hospitalisation à domicile, par exemple, l'hôpital gardera de toute manière les résultats dans le cadre du dossier patient pour sa propre responsabilité médicale. D'accord. J'avais à nouveau une question sur la portabilité, donc article 20. Par exemple, sur le très bon exemple des données de santé, les données qui sont portables, parce que j'ai vu des textes, enfin des articles de presse parfois un peu ambigus sur ces portabilités de données, certains articles laissaient entendre que seules les données fournies par le patient, en l'occurrence c'est de la santé, ou par l'usager, sont celles qui seront portables, et que d'autres données ne le seraient pas. Donc si on a le cas de la santé, effectivement on peut donner son nom, son prénom, son adresse, son âge, son sexe, son poids, etc. Puis il y a des données, c'est un scanner par exemple qui les a collectées, ce sont bien toutes les données du patient. Tout à fait. Est-ce que justement, qu'est-ce qui fait qu'une donnée est portable et effectivement on peut considérer que l'usager, le patient est le propriétaire, et celle qui pourrait être considérée comme des données ne lui appartenant pas, que pourrait revendiquer l'hôpital par exemple? Alors je vais faire une réponse volontairement courte sur un débat qui anime beaucoup de monde. Mais pour faire simple, vraiment résumé, ce qu'on appelle données fournies, c'est aussi données mesurées directement sur le patient. Donc effectivement un scanner, le nombre de pas, sa tension, etc. c'est directement fourni par lecture du patient. En fait l'idée, la limitation qu'il y a sur la portabilité, c'est l'idée de protéger en fait les secrets de l'entreprise. Et par exemple, tout ce que sur une appli de suivi diabète, toutes les mesures, qu'elles soient rentrées à la main par le patient ou prises directement par l'appareil, on va considérer que c'est de la donnée portable. Par contre, les recommandations faites par l'appli sur la dose d'insuline à injecter, sur la fréquence, sur le fait de devoir aller voir un médecin, etc., ça c'est le calcul, intelligence artificielle, algorithme, peu importe, ça c'est la valeur ajoutée de l'entreprise, ça n'est pas portable. Alors de la même façon que sur une plateforme de streaming, votre playlist, elle est fournie par vous, pas directement, mais juste par les vues que vous faites sur la plateforme. Par contre, les recommandations appartiennent et restent dans le périmètre de la plateforme. Et si je fais donc un parallèle toujours avec la santé, je fais une IRM par exemple, donc l'IRM ce sont des données, parce que si j'étais dans l'appareil, il n'y aurait pas de données. Par contre, le compte rendu du radiologue ne m'appartient pas. Alors là, c'est... il n'a parlé que de moi, entre guillemets. Oui. Ça, c'est... Oui. On va clore là, parce que là, on touchera en plus à des questions d'accès au dossier patient qui se rajoutent par-dessus les questions de portabilité du RGPD. Et il faut que je reste dans mon timing. Mais on en parlera volontiers après. Tout à fait. Non, c'est pas un joker. C'est qu'on n'a juste pas le temps pour des questions. On prendra les questions après. Mais effectivement, l'articulation entre les principes du RGPD et le code de la santé publique pose parfois ce genre de questions. Oui, ça. Absolument.
Après, pour rester sur les principes juridiques, la question de la transparence et du consentement par rapport au fait qu'on rentre dans le périmètre d'une société tierce, il faut que la personne sache qu'en plus, vos données vont partir chez un autre prestataire pour faire ça, éventuellement avec un recueil de consentement spécifique. Pour la publicité, de la même manière, indiquer les plateformes publicitaires qui seront utilisées. Et là, on est vraiment, en général, sur la publicité, sur une sous-finalité, c'est-à-dire une finalité secondaire. La publicité n'est pas nécessaire à l'usage de l'outil de l'appareil qu'on a acheté en grande surface. Donc là, au démarrage du produit, on va demander un consentement spécifique de « Et est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous envoie des recommandations de panier bio par rapport à votre activité physique ?» Donc il y aura un consentement spécifique à recueillir à ce niveau-là. Vous voyez qu'en fait, le consentement, il a plusieurs endroits. Et clairement, on finit en général dans les applis en termes de design avec les fameux petits interrupteurs. Et en gros, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour recevoir des pubs, pour que les données partent à l'étranger, etc. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une certaine granularité dans le consentement et pas le « j'accepte tout en bloc sans avoir rien vu ». Et si je rentre à l'hôpital et qu'il n'y a pas d'application portable, il y a un bracelet qui est connecté. Alors, pour le cadre de l'hôpital, c'est un petit peu différent. Puisque ça va être prescrit par un professionnel de santé dans le cadre des soins. Donc là, les questions de consentement diffèrent, puisque quelqu'un qui rentre dans un hôpital consent par défaut, entre guillemets, à ce qu'on le soigne et donc à ce qu'on traite les données. Donc on va être plutôt sur des questions d'information et de non-opposition. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, pour vous soigner, il faut faire tout ça, tout ça, tout ça, et traiter toutes ces données-là. Après, si vous voulez, vous pouvez vous opposer à certains points. Bon, par contre, si l'hôpital a un partenariat avec de la vente de panier bio, on va rester quand même sur du consentement, puisque là, on est carrément sur une finalité différente. D'accord. J'avais une question justement là-dessus. Il y a certains sites web, par exemple, avec le moteur Kant pour traiter la pub. Vous avez le choix justement avec le bouton à glisser, là, oui, non, oui, non. Alors, donc, il y a certains, on peut effectivement dire non. Puis après, on vous dit option obligatoire, donc il y a le bouton mais en glisé, donc on ne peut pas le lever, puis on vous en met quelques-unes. Ça me semble un peu bizarre. Enfin, non, c'est dans les clous. Alors ça, c'est si vous cherchez recommandation cookies de la CNIL, vous verrez un petit peu la différence. C'est-à-dire que sur certains sites web, ont besoin de certains cookies techniques pour fonctionner, pour suivre l'utilisateur en termes de suivi de session, pour également, on tolère les cookies d'analytics, c'est-à-dire de mesure de fréquentation. Donc ça, effectivement, ça peut être basique, on va dire, dans le fonctionnement normal du site. Mais après, la recommandation cookie vous donnera toute cette nuance par rapport à ça. Là, l'idée, c'est vraiment, dès que vous changez de finalité, dès que vous êtes là pour offrir une prestation ou un service ou des éléments supplémentaires à la personne, on va avoir un consentement spécifique. Par exemple, le site web va vous demander « Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous reconnaisse quand vous reviendrez dans 2 mois ?» Voilà, là, on n'est pas juste sur la consultation standard d'un site internet. Donc ça, c'était pour la partie juridique. Évidemment, encore un petit point, quand on verse des données dans les réseaux sociaux, il faut aussi que la personne sache que on a d'autres bases légales et d'autres questions de consentement par rapport à ça. Et puis, le volet sécurité des données. Bien sûr, il ne faut pas l'oublier. On va se poser des questions déjà aussi sur la qualité des données, surtout sur l'appareil médical, mais aussi de minimisation. Alors ça, c'est un point, je vais juste passer un tout petit peu de temps là-dessus. La minimisation, ça veut dire qu'on ne traite pas les données plus que nécessaire, mais c'est aussi un élément de sécurité, parce que plus il y a de données, plus l'impact va être important en cas de faille de sécurité. Vous avez besoin de la géolocalisation de la personne pour lui indiquer l'hôpital le plus proche. Ok, en gros, vous avez besoin de la ville. Vous n'avez pas forcément besoin de le géolocaliser toutes les minutes. Et si vous faites voler les données, c'est beaucoup moins sensible de perdre la ville que de perdre la géolocalisation de votre patient toutes les minutes. On peut savoir exactement chez quel médecin il est allé, où est-ce qu'il travaille, où est-ce qu'il vit, où est-ce qu'il dépose ses enfants à l'école. Vous voyez qu'en cas de violation de données, de faille de sécurité, l'impact sera beaucoup plus important. Donc on garde les données nécessaires parce que c'est une question légale, mais c'est aussi en termes de sécurité une très très bonne pratique que de conserver que les données strictement nécessaires. Donc pensez par rapport à vos capteurs, pensez par rapport aux éléments de géolocalisation à faire dès que possible des moyennes, garder des indicateurs globaux qui sont au niveau de granularité, de finesse qu'il vous faut. Après, de la même manière, quand les données partent dans le cloud, il faut penser à les protéger lors de leur transfert, le fameux HTTPS, mais également les stocker chiffrés chez votre hébergeur, de préférence que c'est vous qui avez la clé, c'est mieux, parce que si c'est l'hébergeur qui a la clé, forcément vous restez à la merci d'une indiscrétion d'un de ses administrateurs système, par exemple. Par contre, ça protège s'il se fait voler les disques durs, mais voilà. Donc il faut bien savoir qui gère les clés de chiffrement.
Et puis des questions de pseudonymisation, ça c'est important aussi, c'est à un moment vous gérez une base d'utilisateurs, une base patient, une base avec les coordonnées assez détaillées des personnes, leur mail à minima, et puis on n'a peut-être pas besoin de stocker tout ça, juste coller sur les données de santé dans le cloud. Parce qu'évidemment, si quelqu'un accède à la base de données, il aura toutes les données de santé, et en plus le nom, prénom, adresse, téléphone de la personne. Donc l'idée c'est de séparer ces données-là et se dire ok, les données des clients, je vais les garder dans mon système de relations clients, et sur le cloud, je stockerai les données rattachées à un numéro client, par exemple, quelque chose qui n'est pas directement signifiant. On ne va pas mettre leur numéro de sécurité sociale directement dessus, par exemple. Et puis pareil, le prestataire, lui, secondaire, il n'a vraiment aucune raison d'avoir les coordonnées de ces personnes. Donc on va envoyer les données avec un numéro aléatoire qui servira pour faire les calculs, mais qui n'identifiera pas les personnes. La partie cookie et tout le profilage publicitaire avec tout ce qu'il y a maintenant comme tracker et autres, évidemment il faut y penser puisqu'on aura sûrement des questions par rapport aux plateformes publicitaires. Et puis attention, quand vous versez des données sur les réseaux sociaux, souvent les API changent, les règles de confidentialité changent, il ne faudrait pas vous retrouver à publier les données sur une partie publique si elles sont un peu sensibles. Donc ça c'était la partie classique. Très brièvement dans les 2 minutes, souvent on n'a pas que ça, on a en plus un autre usage, parce qu'on a un partenaire en recherche par exemple, en recherche clinique, et donc on va avoir 2 nouvelles personnes qui vont aller prendre les données sur ce traitement de base pour faire de la recherche, ce qui suppose de transférer les données dans un autre data center, souvent en les retravaillant peut-être à la volée. Ça suppose des chercheurs qui vont accéder à ces données. Et donc, à nouveau, des questions d'information, de consentement, de transfert en dehors de l'Europe. Souvent, pour la recherche, on est sur des questions internationales, de droit d'accès, etc. Tout ça, ça reste parfaitement vrai. Et puis aussi, être bien clair par rapport aux personnes sur qui va faire de la recherche sur leurs données, ce qui peut supposer aussi de recueillir un consentement spécifique. En sécurité, les mêmes questions. La pseudonymisation, là, elle va vraiment être indispensable parce qu'elle va permettre de protéger l'identité des patients. Les chercheurs, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir l'identité en général. Dans certains cas, on revient à la personne si on découvre une maladie, mais la plupart du temps, on n'en a pas besoin. Et puis, bien sûr, gérer les droits d'accès, c'est pas parce que la personne fait partie de l'institut de recherche qu'elle a le droit d'accéder aux données de l'ensemble des recherches. Éventuellement, des questions d'anonymisation aussi. On pourra en reparler après l'intervention. Et puis vous avez aussi le cas avec un parcours de soins. Cette fois-ci, c'est du personnel soignant qui va accéder aux données pour faire de l'accompagnement de hospitalisation à domicile, pour un médecin généraliste qui veut suivre un patient qui a fait un infarctus. Et donc à nouveau, on va se poser des questions de qui y accède et que le patient puisse éventuellement s'opposer à ce que sa belle-sœur qui est infirmière accède aux données. Et puis on garde aussi la main par rapport à ça. Également, une certaine transparence si l'infirmière remonte les données à un médecin. À nouveau, gestion des autorisations. Et puis en termes de sécurité, pensez que sur du personnel soignant mobile, on est sur de l'appareil mobile, il va falloir sécuriser les données qui souvent sont gardées en cache dans les applications mobiles. Et si la personne oublie son téléphone, on peut avoir une violation de données juste parce que la personne s'est fait voler ou a oublié le téléphone. Donc il faut mettre une protection d'accès, un mot de passe. Et si le mobile lui-même n'est pas protégé, vous pouvez mettre un mot de passe sur l'appli, sur votre appli. Et puis pour les médecins, on a toute la partie de gestion des droits d'accès, d'authentification forte, la carte de professionnel de santé pour accéder à des dossiers patients, etc. Voilà, on est terminé. Sur le site de la CNIL, sur le site de la CNIL, .fr santé, vous avez l'ensemble des dossiers qui touchent au secteur santé, que ce soit pour les aspects analyse de risque, vous les avez là. Voilà. À votre disposition aussi jusqu'à demain midi pour ceux qui sont porteurs de projets. Et merci de votre attention.